système de santé à Cuba, il a comme dégénéré, puis ça date pas de 2020. Ça a commencé bien avant ça. Présentement, il y a des pénuries de médicaments. Un simple Tylenol, un acétaminophène pour la fièvre d'un enfant ou un adulte, tu ne trouves plus ça dans les pharmacies. Bonjour à tous et à toutes, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libremédia. Aujourd'hui, on se penche sur la situation à Cuba. Vous le savez, l'île traverse de très mauvais moments. Disons que ça fait quand même plusieurs années, mais récemment, il y a eu une vague d'ouragans, il y a eu des pannes d'électricité. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Maria, qui est alias la Cubacoise. Bonjour Maria. Bonjour. Qui s'exprime régulièrement, en fait, sur la question de Cuba. Maria est à Montréal depuis 26 ans et suit de très près la situation sur l'île. Donc, elle est très connue pour commenter, c'est ça, régulièrement, la situation à Cuba. Donc, pouvez-vous nous dire, Maria, d'abord, là, tout le monde s'est posé la question au Québec. Les Québécois se sentent assez proches de Cuba. Bon, évidemment, ils vont en vacances, etc. Est-ce que, finalement, l'électricité est rétablie sur l'île, même si, évidemment, c'est pas la première fois que ça survient? Ben, écoutez, rétabli au complet, non. Ça va prendre un bon délai avant que ce soit rétabli au complet. Rétabli de façon permanente, sans coupure, ça va prendre des années. Mais on sait qu'il y a des régions comme Varadero, Cardenas, des villes qui appartiennent à La Havane qui ont retrouvé l'électricité. Donc, et tranquillement, de plus en plus, commence à avoir l'électricité. Mais entre vous et moi, les coupures d'électricité pour les circuits qui sont non protégés, ces coupures-là vont continuer à plusieurs heures par jour et dans ce cas-ci, c'est vraiment la population cubaine qui est le plus affectée. OK, parce que moi, vous savez, je suis allé à La Havane il y a quelques années et il y avait déjà des coupures d'électricité qui duraient 1 heure ou deux. Je revenais des restaurants privés là, et on s'était dans le noir. C'était très exotique. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience, même si j'ai trouvé qu'on en parlera, j'ai trouvé que les niveaux de prostitution étaient faramineux et inquiétants. Mais donc, c'est loin d'être la première fois qu'il y a des coupures d'électricité à Cuba, mais c'est un des précédents où c'est arrivé le plus longtemps. C'est une des plus graves coupures, finalement. Exactement. C'est vraiment la crise énergétique qui traverse les pays. C'est la première fois que c'est dans ce stade d'urgence-là. Écoutez, j'ai 43 ans, puis depuis que j'ai une conscience, puis que je suis toute petite, que moi et ma famille, ainsi que tous les Cubains, ont fait face à des coupures d'électricité régulièrement pour économiser du pétrole. Donc, ça, c'est pas nouveau. Les Cubains, je pense qu'on a tous grandi là-dedans depuis bien des années. Cependant, tu sais, c'est drôle parce que j'ai reçu des informations justement aujourd'hui de combien de milliers de dollars ont été donnés à Cuba par la Russie, par la Chine, combien du crédit aussi a été autorisé à Cuba. Je vous dirais même jusqu'à des panneaux solaires. Ça a été tout donné en vue de réparer, entretenir les systèmes électriques à Cuba pour éviter de se rendre jusqu'à une panne générale comme ça a été le cas. Malheureusement, où est-ce que cet argent-là est allé, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Parce que des pénuries, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, d'abord, sur le plan alimentaire, on sait qu'il manque de beaucoup d'aliments de base. La nourriture est de très mauvaise qualité à Cuba depuis plusieurs années. Donc, l'électricité, ça s'ajoute à une liste assez considérable de produits, d'éléments, etc. Là. Comme, par exemple, vous pouvez donner d'autres exemples, peut-être? Ben, écoutez, dans ce cas-ci, je pourrais vous parler de la santé. C'est quelque chose qui me touche beaucoup personnellement parce que tout le monde pense que la santé s'est dégradée à partir du moment que la COVID est arrivée. Non, le système de santé à Cuba, il a comme dégénéré, puis ça date pas de 2020. Ça a commencé bien avant ça. Présentement, il y a des pénuries de médicaments. Un simple Tylenol, un acétaminophène pour la fièvre d'un enfant ou un adulte, tu ne trouves plus
ça dans les pharmacies. Par contre, tu les retrouves dans le marché noir. Tu sors de ton hôpital, puis tu retrouves tout ce que tu as besoin pour te faire opérer ou pour te soulager, incluant des antibiotiques sous prescription. Donc, c'est quelque chose qui le contrôle a été perdu. C'est impensable que tu arrives à un hôpital et que tu ne puisses pas avoir accès à un cathéter et une soluté. Puis quand je dis que ça me touche énormément, c'est parce qu'ici, on parle de personnes vulnérables et que souvent, ils n'ont pas les moyens de payer dans le marché noir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour se faire soigner. Et pendant la COVID, c'était déjà là-dedans cette crise au niveau des soins de santé puis d'approvisionnement en médicaments et en matériel médical, ce qui fait en sorte que moi, personnellement, j'ai eu des membres de ma famille qui sont décédés, déshydratés, parce qu'il n'y en avait pas moyen de les hydrater, il n'y avait pas de cathéter, il n'y avait pas de soluté à l'hôpital de la ville de Colomb. Vous voulez dire que des gens qui souffraient de la COVID, ça, qui ont été déshydratés? Pour dire, par contre, que malgré tout, la Havane a réussi à développer son fameux vaccin là, contre la COVID-19. Tout à fait, mais entre vous et moi, les vaccins, c'est à titre préventif. Mais quand tu es malade, comme là, présentement, il y a la dengue, puis il y a les virus typiques plus du Brésil, comme l'oropuche. Il y a plein de personnes à Cuba qui sont hospitalisées en hospitalisation domiciliaire, mais aussi, ça a été annoncé par le ministre de la Santé pas plus tard que la semaine passée, et dans des hôpitaux. Puis malheureusement, ils n'ont pas les médicaments pour soulager les symptômes de ces deux virus-là qui sont quand même très présents à Cuba. Donc, il y a des décès aussi par manque du matériel médical. C'est une situation qu'en tant qu'humain, on ne devrait pas vivre. Ça ressemble presque au Québec, non? Ben oui puis non, parce que je vais être franche avec vous pour avoir... Ben c'est ça, mais pour avoir moi-même mené des gros combats côté santé ici au Québec, puis les mener encore aujourd'hui. Oui, j'ai déjà attendu des heures puis des heures dans des salles d'attente. Oui, j'ai déjà attendu après des rendez-vous pour des examens. Mais au bout du compte, j'ai été soignée, puis j'avais accès à la pharmacie où est-ce que je pouvais trouver n'importe quel médicament que mon médecin allait prescrire. Il y a quand même une différence. Il faut dire que les Cubains, leur santé en général, étant donné que l'alimentation n'est pas très bonne, leur santé en souffre, hein, par exemple. Exactement. Le niveau digestif, soyons concrets, là, il y a des gros problèmes au niveau digestif à Cuba, tellement la nourriture est mauvaise. Là. Exactement. On entend souvent parler, personnellement, j'en vois énormément de valises qui contiennent des médicaments par vente libre. Puis quand je pose la question autant à ma famille qu'il y a des familles là-bas à qui c'est distribué, souvent ça revient du Alka-Seltzer, du Pepto-Bismol, des problèmes vraiment pour tout ce qui est les brûlures d'estomac, les hernies hiatales, des choses comme ça, pantoprazole et tout le reste. C'est juste qu'il y en a qui sont sous prescription puis j'ai pas accès malheureusement. Donc, vous attribuez ça, tous ces problèmes-là, au régime. Bon, évidemment, il y a deux théories, celle de l'embargo et celle du régime. Donc, est-ce qu'on peut penser que c'est un peu entre les deux? Évidemment, c'est un mélange entre l'embargo et le régime socialiste qui, évidemment, depuis la chute de l'URSS, s'effondre. C'est catastrophique. Là, on le voit sur les bâtiments, etc. C'est un délabrement incroyable, là, la Havane. Tout à fait. Puis écoutez, oui, l'embargo, il y a une partie il y a une partie là-dedans qui est responsable, mais ce n'est pas majoritairement l'embargo. La preuve, l'embargo existe depuis des années. Puis je vais être franche avec vous, depuis que M. Fidel Castro est décédé, ben c'est là que Cuba a dégradé encore plus de qu'est-ce qu'elle était déjà pendant ses mandats à lui. Donc il y a une grosse mauvaise gestion. On sait pas l'argent ça va où. Les priorités sont pas à la bonne place. Puis je peux vous confirmer qu'un des plus gros pays les plus qui commercialisent présentement à Cuba, c'est les États-Unis. Dans les hôtels, les touristes, les Canadiens, les Québécois mangent du poulet des États-Unis. Je vais dire, oui, il y a des choses que l'embargo ne permet pas. Il faut contourner, il faut pas passer par des banques américaines. Ça coûte peut-être plus cher, les taux de change et tout. Mais à Cuba, tu bois du Pepsi, tu bois du Coca-Cola si tu veux. Il y en a dans les petits
magasins privés de plus en plus. Tu as toutes sortes de marques de voitures qui rentrent pour louer au tourisme et tout. Fait que si tu es capable d'avoir un réapprovisionnement pour fournir à ton tourisme, la construction de tes hôtels et tout, pourquoi que tu n'es pas capable d'accéder à ce réapprovisionnement-là pour donner un certain confort à ton peuple, pour que ton peuple ait une dignité puis ait accès à des soins de base, de santé et tout? Vous pensez que c'est voulu, ça, de la part du régime, que de laisser le peuple dans ces conditions-là? Parce qu'évidemment, il y a comme un apartheid, en fait, là, entre les touristes puis bon, les locaux, comme on dit. Il y a l'argent aussi, je pense. Est-ce que ça fonctionne encore, l'argent bon touristique versus l'argent local qui ne vaut pas grand-chose? Mais je Mais reviens à là, la c'est première ça. question. Vous pensez que c'est Ça souhaité, change. programmé, planifié par le Moi, je régime? suis convaincue que oui. Puis là-dedans, c'est surtout que les priorités ne sont pas à la bonne place. Dites-vous que la langouste à Cuba, le peuple, il n'y a pas accès à ça. C'est tout exporté dans plein de pays. Du sucre à Cuba, le peuple, il y a de la misère à avoir du sucre. C'est exporté partout dans d'autres pays. La pêche est interdite pour les Cubains d'aller en haute mer faire la pêche. Mais ils disent qu'il n'y a pas de poissons autour de Cuba. Il y a la ministre qui avait dit ça de l'agriculture à un moment donné, qu'il n'y avait pas assez de poissons dans les océans qui entourent Cuba pour permettre à la population d'aller pêcher, manger, puis même faire un commerce des pêches ouvertes. Donc, il y a un embargo, oui, des États-Unis, mais le pire embargo du peuple cubain, je vous le dis par expérience, pour l'avoir vécu toute mon enfance, toute mon adolescence, le pire embargo s'appelle gouvernement cubain. Donc, une situation que vous attribuez directement au régime socialiste Tout à de fait. la Havane. Tout à fait. Donc, malgré les politiques américaines, Oui, bon, depuis la guerre froide. tout à fait. Oui, ça nuit, mais ce n'est pas ça les plus gros problèmes. Et je vous en dis plus. Notre agriculture à Cuba était florissante. On avait des coopératives. Ces coopératives-là aidaient les agriculteurs comme mon père à avoir accès aux tracteurs de la coopérative qui viennent travailler la terre pour que les cultivateurs puissent faire ces plantations. Ça a tout été démoli pour investir toutes les capitales dans le tourisme. Il y avait les centrales de canne à sucre. Aujourd'hui, c'est des ruines. Maintenant, le canne à sucre est fait majoritairement en provenance de la République dominicaine. Donc, dites-vous combien de Cubains, des ingénieurs, des conducteurs, des machineries agricoles, des camions, des tracteurs et tout ça, ils ont perdu un revenu familial, ils ont perdu leur travail. Les agriculteurs, les champs, on les perd en mauvaises herbes. On voit plus ça, la belle agriculture à Et Cuba. pourtant, Ça a été démoli. Ça a été démoli. pourtant, le modèle coopératif, c'est un modèle de gauche. C'était pas le modèle du socialisme, ça? Aussi. Non, c'était pas le modèle du socialisme, mais ça fonctionnait parce que ça travaillait vraiment ensemble. Mais dites-vous qu'en échange de ces services-là de machinerie, en échange des semences que la coopérative fournissait aux agriculteurs, puis je suis bien placée parce que j'ai grandi dans ces milieux-là grâce à mon grand-père puis mon père, ben il y avait quand même un échange parce que l'agriculteur devait fournir, mettons, aux écoles primaires qui donnaient à dîner aux enfants, puis aux écoles préuniversitaires où est-ce qu'on était comme en pensionnat du dimanche au vendredi, devait donner une partie de ces récoltes pour aider un peu dans les repas. S'ils vendaient au peuple, ben, ils devaient garder une partie qui allait à la coopérative pour que la coopérative aussi puisse vendre puis faire un peu de revenus pour payer le pétrole, pour payer un peu l'entretien de la machinerie et tout. Donc, le pays qui est carrément dans une crise humanitaire, Oui. est-ce que les Québécois se le demandent, là? Est-ce que vous conseillez encore aux Québécois d'aller bon, dans les hôtels sur la côte ou pas tout à fait, là? Il y a deux sortes de voyageurs. Vous savez, les voyageurs qui veulent absolument continuer à aller à Cuba parce qu'ils ont tissé des liens avec les peuples, avec des gens directement sur place, qui veulent
continuer à aider en apportant son petit grain de sel avec des valises, avec toutes sortes d'envois qu'ils font aussi des fois en ligne et tout ça. Ces genres de voyageurs-là sont conscients de la situation de Cuba. C'est les genres de voyageurs qui ne vont pas chialer s'il manque quelque chose à son hôtel ou s'ils sont confrontés à des situations difficiles. Donc, ces genres de voyageurs, moi, je les encourage à continuer à aider Cuba. Moi, les voyageurs, par contre, qui disent, ben moi, je vais aller à Cuba parce que la plage est belle, mon hôtel me coûte pas cher, ben écoute, si tu n'es pas prêt à tomber peut-être dans une situation qui est hors du contrôle de ton tour opérateur, de ta compagnie aérienne, puis de toi-même, peut-être qu'il serait mieux de choisir une autre destination parce que tu vas trouver peut-être quelque chose qui fera pas du tout ton affaire. Puis même si tu payes pas cher, mais tu n'as peut-être pas les reins assez solides pour passer à travers à Cuba. Donc, dans ce temps-là, prends une autre destination. Mais je ne dirais jamais aux voyageurs boycotter Cuba. C'est une décision qui revient à chacun, mais vous devez vous informer avant d'y aller, être en connaissance des causes, puis dire, ben écoute, peu importe ce qui arrive, moi, ça me dérange pas, je suis habituée, je suis pas difficile, puis je vais faire avec ça. Tu peux pas juste voyager parce que ça te coûte pas cher, puis la plage est belle, en espérant que tu vas avoir le droit à tout, puis que ça va super bien se passer. Vous êtes très critique du régime. Vous ne pouvez pas retourner, vous, à La Havane, là, à Cuba. Non, non. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Premièrement, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon pays, c'est parce que depuis un très jeune âge, je n'étais plus d'accord avec tout ce que je voyais, avec la doctrine qu'on essayait de me rentrer dans le cerveau. Ça fitait pas les actions de mon gouvernement avec qu'est-ce qu'il nous disait dans des discours. Avant 2020, avant 2021, j'ai ouvert mes réseaux sociaux en 2020, puis j'ai fait juste des vidéos sur Cuba, la cuisine cubaine, des danses, des ci, des ça. Je faisais pas de politique dans les réseaux sociaux parce que je me disais, le peuple, il fait rien. Le peuple, il est là, il endure. Fait que pourquoi je vais commencer à me battre tout seul alors qu'eux, ils bougent pas, puis ils ont même pas sorti manifester une fois. Le 11 juillet 2021, le peuple cubain est sorti dans les rues. Encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des mineurs, des adultes, des personnes âgées, des femmes, des hommes qui sont emprisonnés à Cuba juste pour avoir été dans les rues crier liberté. Puis là, je vous parle là de 5, 10, 15, allant jusqu'à 30 ans de prison pour manifester. Ils n'ont pas tué personne, là. OK? Fait que ça vous donne une idée comment on n'a pas le droit à la liberté d'expression. Puis, quand j'ai vu ça, que mon peuple, le 11 juillet, était dans les rues, j'ai fait comme OK. Puis là, ma famille s'est mise à m'écrire, puis ils m'ont dit, il faut que tu dises qu'est-ce qui se passe parce qu'ils nous coupent l'Internet. On n'est pas capable de montrer les images de comment on se fait tabasser, de comment ça va mal, comment que... Puis j'ai dit, OK, je vais le faire. Je vais le faire. Puis j'ai embarqué là-dedans. J'ai passé à LCN. J'ai été repérée par des entités gouvernementales de mon pays. Puis c'est à partir de ce moment-là que notre cauchemar a commencé. Votre cauchemar avec le gouvernement cubain? Moi et ma famille, mettons qu'on a passé des périodes très, très difficiles. Je préfère pas aller dans les détails parce que ça pourrait encore à nouveau nous nuire. Mais ça a été très, très difficile, les représailles. Puis encore aujourd'hui, on en a. Mais mettons que Pardon, oui, on parle beaucoup de représailles d'ingérence étrangère au Canada, non seulement... Tout on à parle fait. de l'Inde, la Chine en particulier. Bon, dans une moindre mesure, de la Russie, plus du côté soft power, mais par exemple, on sait qu'il y a des agents chinois qui intimident des Canadiens d'origine chinoise ou des Chinois au Canada. Est-ce que la Havane fait la même chose au Canada? Et est-ce que ça veut dire que Libra-Média ne pourra pas non plus aller à la Havane alors que ça m'intéresse toujours beaucoup? Je ne pense pas qu'ils peuvent s'attaquer à Livre Média. OK? Les médias, quand vous êtes ici, vous êtes comme protégés. Moi, que je sois, peu importe où est-ce que je me trouve dans le monde, moi, je suis cubaine jusqu'à ma mort. Je peux pas changer ça. Donc, non, ça se compare pas. Mais c'est sûr que si vous êtes à Cuba puis que vous essayez de filmer, sortir des témoignages là-bas, que le gouvernement ne veut pas qu'ils sortent du pays, mais vous allez être dans des graves problèmes puis vous risquez même d'être emprisonné sur l'île. Donc, le danger, c'est si vous retournez là-bas, c'est pas au Canada là, pour vous. Ben,
Écoutez, là-bas, c'est sûr, je peux pas entrer, ça c'est clair. Même la compagnie aérienne qui va m'embarquer à bord, ils vont avoir des problèmes parce que je ne peux plus y aller. Au Canada, D'être barré du régime par le j'ai régime. déjà eu des appels au Canada. J'ai déjà eu des appels au Canada directement à mon numéro privé, que c'est pas n'importe qui peut l'avoir. Donc, oui, j'ai déjà eu des appels au Canada. Mais écoutez, moi, je me dis, je suis déjà dans le bateau, là. Même s'il coule, je suis dedans. Donc, vous assumez persister, signer dans votre rôle de dissidente. Entièrement. Entièrement parce que c'est trop tard. Même si j'essaie de reculer, je suis déjà dedans. Ça apportera aucun changement à ma situation, à la situation de ma famille non plus. Et ma famille ne veut pas que je recule. C'est très compliqué. Justement, vous avez évoqué l'Internet. On a suivi ça aussi à Libre Oui. Média. Bon, un Internet évidemment très défaillant. Encore une fois, une sorte d'apartheid là où les touristes ont droit à une carte. Les Cubains, je sais pas trop. Jusqu'à récemment, il fallait aller à des points. Hein, finalement, vous Oui. devez se déplacer par exemple dans un parc où il y avait une tour de Wi-Fi, là, comme on voit dans Ça s'est certains. amélioré. Maintenant, ils peuvent l'avoir à domicile, mais c'est quand Ouais. même très dispendieux. Ça ne fit pas avec les salaires d'un Cubain, là, par contre. OK. Mais est-ce que l'Internet s'est libéralisé ou Non, dans même le pas en fond, il y a une partie? loi qui a passé cette année. Il y a une loi qui a passé par le gouvernement cubain. Tu ne peux pas utiliser les réseaux sociaux ni envoyer en privé par texto ou par WhatsApp, qui est très utilisé par les Cubains. Tu ne peux pas envoyer des informations qui parlent des politiques ou qui dénoncent la situation du pays. Parce que si toi, en tant que Cubain, tu t'es fait pogner, puis oui, il y a des espions qui surveillent des téléphones des gens, notamment des gens qui sont connectés avec de la famille à l'extérieur comme moi, mettons, ben, c'est sûr que tu vas aller en prison. Il y a une loi qui a sorti, c'est la loi numéro 22, si je me trompe pas, que si tu te fais pogner en possession des échanges ou est-ce que tu dénonces ou tu partages à l'extérieur du pays ou à l'intérieur des informations, ben oublie ça, là. Toi, tu vas aller carrément en prison, tu n'as pas le droit. Donc, il y a beaucoup de délations là, Ouais. dans le voisinage, etc. Ça Ouais. fonctionne un peu comme au Québec dans le temps de Noël, Ouais. durant la pandémie. Pour être franche avec vous, maintenant, avec qu'est-ce qui s'est passé avec la crise énergétique, il y a eu beaucoup de manifestations qui ont recommencé à Holguín, à La Havane et tout. Dans la ville de ma mère maternelle, j'ai une de mes tantes qui est infirmière, puis elle est comme la seule infirmière pour 4 villages au complet, OK? Fait que manque de médicaments, manque d'électricité, 4 villages sur son dos, puis son médecin de garde il a été envoyé en mission. Fait qu'elle fait comme l'infirmière médecin de 4 villages. Elle a été tellement au bout du rouleau qu'elle a sorti dans une des manifestations pour dire « J'en peux plus en tant que travailleur de la santé, mais au moment où je vous parle, elle est emprisonnée puis elle attend son procès. » OK. Ça vous Comme donne une idée, là. Oui, ben, tu sais, il y a certains journalistes aussi, certains intellectuels qui sont emprisonnés. Chaque 6 mois, on entend finalement une histoire d'un journaliste emprisonné. Les médias Tout à indépendants, fait. d'ailleurs, n'ont pas le droit d'exister. Non. Ce sont seulement les médias d'État. Pouvez-vous nous dire rapidement, là, nous décrire l'état de la presse sous le régime castriste, finalement? Écoutez, premièrement, avec les coupures d'électricité, ce n'est pas tout le monde qui a accès à la télévision. Quand ils annoncent, souvent, comme par magie, l'électricité revient quand c'est l'émission La Table Ronde, la Mesa Redonda, où est-ce que là, le gouvernement assit tous ses spécialistes, puis commence à parler un peu des politiques et aussi de ce qui se passe de leur côté pour gérer tout ce qui se passe dans le pays. Mais tu sais, les journaux Gramma, c'est très limité. À Cuba, t'as comme 3 postes de télé, puis ça finit là. Puis c'est tout géré par les gouvernements. T'as aucune poste de télé, aucune poste de radio, aucun journal qui est privé. T'en as pas. Tout est contrôlé. Ah ouais, c'est ça. Donc, si vous pouvez nous décrire aussi l'état d'esprit sur l'île, parce que moi, je ne suis pas le seul, mais il y a beaucoup de reportages aussi qui font état d'une augmentation de la prostitution, La augmentation prostitution, monstrueuse. Donc oui. ça, c'est très symptomatique de la chute du régime parce que l'exemple qu'on donne toujours, c'est quand les Américains,
justement, gérait l'île, c'était, bon, le bordel d'Américains. Ça, on entend ça souvent. Donc, bon, la gang à Che Guevara, tout ça, les Castro, bon, on dit c'est fini, on sera plus le bordel des Yankees. Mais finalement, Cuba est plus que jamais un bordel, là. Ben, c'est ça. C'est juste que c'est un bordel déguisé. Puis, tu sais, la Canadien prostitution a ou... toujours existé. Elle a toujours existé à Cuba. C'est juste que il y a eu des moments où est-ce que les autorités y avaient comme carte blanche pour avoir plus de représailles pour mieux contrôler ça. Depuis quelques années, c'est devenu comme normal, surtout la prostitution au niveau du tourisme, parce qu'il y en a énormément de touristes qui vont là pour des services sexuels. Étant donné que le pays est dans une situation d'urgence, une situation de survie, mais c'est facile d'avoir accès au tourisme sexuel à moindre coût, là, tu sais, fait que ça a empiré, fait que non, on n'a pas de bordels établis puis contrôlés comme dans le temps des Américains. Maintenant, on a des bordels publics. Et puis, une autre sens de prostitution qui est un petit peu plus grave, c'est celle du mode survie, je vais quitter l'île. Donc, ces personnes-là, c'est comme, il faut absolument que je me trouve une touriste qui va me sortir du pays parce qu'ici, j'ai pas de futur, j'ai pas de vie, j'ai pas d'avenir, puis je dois m'accrocher à quelque chose. Ça crée beaucoup de fraude aussi. Donc, il y a des belles histoires d'amour, de mariage qui ont réussi même à l'extérieur du pays quand que la personne a sorti son cubain, sa cubaine. Mais la plupart, malheureusement, finissent en cauchemar et en fraude. Puis on ne peut pas en vouloir les Cubains, là. On ne peut pas les en vouloir. Donc, vous ne conseillez pas aux Canadiennes, aux Canadiens de fréquenter un Cubain ou une Cubaine. C'est pas quelque chose C'est que vous pas ça. conseillez. C'est pas ça. L'amour, tu peux le trouver n'importe où, y compris à Cuba. Mais il faut être vigilant, il faut écouter sa petite voix, puis il faut débarquer à Cuba en surprise sans prévenir la personne directement dans son mode de vie, voir s'il n'y a pas déjà quelqu'un d'autre qui est sur place en train de te remplacer quand tu n'es pas là. Il faut vraiment être vigilant, puis écouter sa petite voix, puis prendre des précautions avant de tout donner en fermant les yeux, puis en pensant, tu sais, entre vous puis moi, là, si ici au Québec, t'attrapes même pas la COVID, là, puis qu'à Cuba, tu pognes une Don Juan, puis ou t'attrapes les plus beaux modèles de l'île, là, pose-toi des questions. Est-ce qu'il est vraiment en amour avec toi ou avec la possibilité que tu vas lui offrir du quitter? Il faut avoir une logique là-dedans, là. La fidélité aussi chez les Latino-Américains, c'est plus relatif qu'au Canada. Définitivement, moi, je sortirais pas. J'ai jamais sorti avec un Cubain, je vais être franche avec vous. Ouais, c'est ça. Puis, c'est pas un jugement, c'est juste le fait qu'ils ont tellement la médaille du Don Juan accrochée dans le front, là. Mujeriego, non? Mujeriego, c'est ça, que moi, j'ai toujours été réticente, là. Puis pas juste les Cubains, hein. Les Latinos en général, ils disent qu'ils ont le sang chaud puis ils aiment ça se promener. Ben, malheureusement, on fait pas l'exception à l'air à Cuba. Donc, on vient d'identifier deux facteurs là, qui se superposent. Vous avez évoqué, ben c'est ça, vous évoquez les gens qui veulent sortir de l'île. Le pays se vide littéralement de ses habitants. Carrément. On est revenu à 10 millions d'habitants tout récemment, alors qu'en 1984, on atteignait 11,5 millions. Donc, beaucoup d'immigrés doivent continuer à aller aux États-Unis où ils ont le droit d'asile finalement. Oui. Donc, est-ce que vous sentez ça, vous suivez ça, cette véritable saignée migratoire? Ben, je l'ai vécu en chair et en os. J'ai des membres de ma famille qui ont traversé des frontières pour se rendre aux États-Unis. Donc, on l'a vécu. Puis moi, ce qui me déchire le plus là-dedans, puis souvent, on n'a pas tendance à penser à ça quand on n'est pas cubain, mais c'est les familles qui restent là-bas. Savez-vous combien de mamans, de papas, y compris le mien, voient leurs enfants quitter et déraciner à la recherche d'une vie meilleure pour pouvoir les aider dans la distance? C'est comme, on sort tous les Cubains de Cuba, hein, mais on sortira jamais Cuba de nous, les Cubains. Fait que c'est quelque chose que il faut le vivre pour le sentir. Il y a beaucoup de souffrance à Cuba. Les familles souffrent. Il y a énormément de souffrance puis de douleur. Les Cubains de la Floride qui votent Donald Trump et qui se tournent davantage vers les républicains, trouvez-vous ça logique? Écoutez, j'en ai dans ma famille qui ont fait ce choix-là. Non, mais à Libremédia, on est très ouvert, vous savez. Hein? Et je respecte leur décision.
je ne suis pas nécessairement de leur avis, mais je pense que eux là-bas, ils ont comme leur version qui les a convaincus qu'il y avait plus d'espoir avec Trump. Parce qu'il est way plus comme... tu sais, nous, les Cubains, veut ou veut pas, on est habitués aux dictateurs, hein. Fait que même si on veut s'échapper des dictateurs, c'est comme si inconsciemment, on cherche les papas qui vont mettre la ligne droite, puis c'est ça, là. Mais c'est pas plutôt une aversion pour la gauche, c'est-à-dire la gauche démocrate qui, aux États-Unis, vise, par exemple, à bannir la désinformation. Les Cubains de la Floride associent plutôt les démocrates au régime castriste d'une manière, bon, c'est un peu... Indirecte. Indirect, comme genre Trump, il va prendre la décision que lui va débarquer à Cuba puis il va libérer le peuple. Je pense que c'est plutôt ça qu'il pense. OK. Donc, bref, on va continuer à suivre ça. Donc, mais merci beaucoup, Maria, pour ces éclairages très intéressants sur l'île de Cuba et on risque de vous reparler dans les prochains mois pour faire le point. C'est un grand plaisir. C'est bien, parfait. Merci à vous autres pour l'invitation. Merci, bye. Bye bye.